Donc David, tu as un parcours atypique. On dit de toi que tu as eu 1000 vies, tu as commencé à la Légion pour finir au département d'État américain. Tu peux nous, tu peux nous donner un peu ton parcours, tout ce qui t'a amené à travailler pour eux. Bah écoute, si je mets les grandes lignes pour tracer, parce que c'est vrai que j'ai été opportuniste toute ma vie, donc voilà, c'est une succession d'opportunités. Je me suis engagé très jeune, à 17 ans dans la Légion étrangère. À la fin de la Légion, j'ai repris ma carrière de professionnel de boxe. J'ai monté des salles de sport, je suis parti en Asie, vivre en Asie, j'ai monté des salles, j'ai monté une entreprise de trekking et d'aventure, une boîte de sécurité. Puis j'ai eu une opportunité encore un jour de remettre le pied dans le domaine militaire et de travailler pour le département d'État américain. Et la Légion, 17 ans, pourquoi? C'est une bonne question. Bon, mon père était gendarme. Mon père a fait 30 ans de gendarmerie, donc carrière militaire. J'aspirais depuis tout jeune à rentrer dans l'armée. Je ne savais pas encore trop quel corps à l'époque. Tout le monde parlait des paras, des paras, des paras. Et c'est vrai qu'on connaissait que ça, la Légion. Je ne connaissais rien du tout sur la Légion. Mais j'avais 16 ans et j'étais à bout à l'école. J'étais bon, mais ça ne me plaisait pas. Donc j'avais une bonne moyenne générale, mais je n'avais pas envie d'y rester. Et pour entrer dans l'armée à cette époque, il fallait avoir 18 ans. Et, trop impatient. Mon père m'amène voir un recruteur dans un centre de recrutement. On parle de para, de préparation militaire para, ceci, cela, mais pas d'engagement avant 18 ans. Et là, moi, je suis super frustré. Et il y a à côté un petit stand avec des flyers de tout. Et tout en bas, à gauche, mais bien caché, il y avait un flyer, mais écrit, voire un petit peu gros texte comparé à la qualité calligraphique et de design du reste. Et il y avait marqué Légion étrangère, engagez-vous, vous verrez le pays autrement. Donc moi, l'instructeur, il parle, et puis discrètement, je prends cette feuille, je regarde, et il voit mon intérêt pour ça. Et il me dit, ah, ça, mon jeune, c'est la Légion étrangère, je pense que tu peux le reposer, c'est pas pour ça. Je dis, mais c'est quoi ça, la Légion étrangère? Il me dit, bah, c'est un des seuls corps qui permet l'engagement de 17 à 40 ans. Donc déjà, là, moi, ça, je commence à considérer le truc. Mais je ne sais rien sur les gens. Il me dit, mais c'est dur. C'est ce qu'on a en France qui est quand même le plus solide en matière de. C'est pas forcément en compétence, mais c'était plus dans le sens le plus difficile dans le traitement des hommes, dans la dureté de l'entraînement. Voilà. Enfin bref, il essaie de me décourager un peu. Donc je sors de là sans avoir de date de pouvoir m'engager dans quoi que ce soit, ce petit flyer dans la poche. Je demande à mon père, mais papa, c'est quoi la Légion étrangère? Donc mon père me tient un peu le même discours, mais plus ouvert, me dit, bah écoute, c'est un corps voilà, réputé pour être difficile, avec des hommes rustiques qui viennent de tous les pays, ceci, cela, mais j'en sais pas plus. Et à ce moment-là, coïncidence ou pas, quelques jours passent et il y a le premier reportage, le premier et le seul à l'époque, sur la Légion étrangère qui sort, et c'était sur 52 sur la une, je crois que ça s'appelait Les têtes brûlées ou un truc comme ça, que j'ai pu retrouver sur YouTube il n'y a pas longtemps. Alors, reportage comme on voyait à l'époque, un peu de censure, rustique, les mecs qui ramassent, on les voit dans le désert, apprendre à tuer des gadgets, des trucs comme ça. Je dis, putain, c'est ça. Il me faut, je vais faire ça. Donc, mon père, il commence déjà à moins rigoler. Quand je lui dis, moi, mais je veux rentrer dans la Légion. Je me souviens même que dans mon village, quand j'ai sorti ça à mes camarades, j'ai dit, je vais rentrer à la Légion étrangère, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Hein. Tout le monde a rigolé, il dit, ben, la Légion étrangère, va dans la marine ou dans les paras. Je dis, non, 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 18 ans, c'est trop loin, 17, ça c'est dur, je veux faire ça. Donc mon père m'a épaulé, hein, m'a suivi. Hein. Je me rappelle, il m'a amené à Perpignan, au centre de recrutement. Je suis arrivé devant cette grande porte, j'ai toqué. Il y a quelqu'un qui a ouvert avec un accent d'un pays que j'avais jamais entendu, je comprenais rien ce qu'il disait. Il me disait identité, identité. Donc je sors ma carte. Il referme la porte, il se barre, il me laisse dehors. Il a ma carte d'identité, moi je sais pas plus. Donc je suis là comme un con avec mon père. Il rouvre, il m'a dit ok, rentre. Et bon, je vais pour rentrer et à mon père, il met la main, il dit non. Bon, mon père me regarde, il dit, David, écoute, j'y vais. Là, je me demande déjà quand même qu'est-ce que j'ai fait. Quoi. Je dis, à 17 ans, la pression. Et du coup, l'instruction, ça a été dur, ça a été. L'instruction, pour moi, a été difficile parce que dans la Légion étrangère, on peut s'engager de 17 à 40 ans, mais 17, bon, on est des gosses. Donc, ils prennent pas beaucoup de gens à 17 et ils n'en prennent pas beaucoup à 40. Si tu rentres à 17,
ils font une bonne pression pour tout faire pour te faire abandonner, puis si tu restes, tant mieux. L'âge idéal, c'est entre 20 et 25. Ouais. Voilà. Après, ils vont prendre des gars de 30 ans parce qu'ils ont servi déjà dans un régiment, ailleurs, ils ont de l'expérience, mais voilà, ils préfèrent quand même rester dans le 20-25. Et donc à la Légion, t'as un changement d'identité une fois que tu deviens légionnaire. Alors, C'est bien voilà, ça. c'est pas obligatoire, ça dépend des circonstances. Pour nous, déjà, les Français, on a un changement de nationalité. Ça, c'est obligatoire. Donc, je me retrouve canadien. Ah, j'ai une légende. Mon père s'appelait Robert Mahé, Claire Sylvain, ma maman. J'étais mécanicien à Montréal. J'ai jamais vu le Canada de ma vie, hein. Mais voilà, moi, j'ai changé. Je me suis retrouvé sous anonymat, pour des raisons particulières et personnelles. Donc, je me suis retrouvé sous anonymat où on a changé mon nom complet et ma nationalité. Voilà. Ok. Que tu peux récupérer nationalité en te faisant soit rectifier pour les étrangers ou pour les Français, la récupérer après 5 ans de service après une demande. Ok. Et donc une fois que tu deviens légionnaire, c'est bon, t'es validé, tu pars sur des spécialités, c'est... Oui, alors au début, on te colle une spécialité, hein. Au début, on te prend, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça selon le besoin. Moi, je me retrouve tireur LRAC. Bon, super. En plus, tireur LRAC dans l'armée française, tu vas tirer 2 roquettes dans ta vie. T'es content déjà, parce que t'as pas le budget. Donc ça me plaisait pas du tout. J'étais doué au tir, hein. J'étais très doué au tir parce qu'avec mon père, j'ai tiré très jeune. Mon père m'a mis au club de tir. Je faisais du tir en compétition, en air comprimé, tout ça. Donc au tir, je cartonnais. Moi, j'avais vu même mieux que ça. Le soir de Noël, mon premier Noël à la Légion, on était donc à l'instruction, donc on n'allait pas sortir, hein, déjà on ne sort pas pendant l'instruction, mais ils nous avaient organisé une petite séance cinéma dans le cinéma, un petit cinéma qu'on a dans la caserne au 4e RE, et on va voir le film Sniper avec Tom Berenger le premier. Là, révélation. On sort du film, les 3 quarts de la section, tout le monde veut être sniper. Moi qui tirais bien, je dis mais c'est ça, voilà, je vais faire ça, exactement. Donc j'ai fait des pieds et des mains, je me suis appliqué au tir, je voulais faire sniper. Grosse déception, mais grosse déception, je passe le rapport commandant unité pour choisir la spécialité. Et comme j'étais très bon en sport, puisque j'étais déjà en semi-professionnel de boxe, donc j'étais dans les meilleures équipes de coureurs, etc., en pensant pouvoir ça allait m'aider pour accéder à mon poste de sniper, enfin de tir d'élite. Et en fait, le gars me regarde, il me dit, mais on va t'envoyer faire le stage CTE 15, bureau des sports, tu vas aller au bureau des sports, t'es pêché en sport, tu vas aller dans l'équipe représenter la région. Et il m'annonce ça comme si je devais être content. Moi, grosse déception. J'ai dit, mais non, non, mais non, mais non, mon capitaine. Et moi, je veux pas ça, moi. Il me dit, comment ça, je vais être content et tout. C'est vrai que c'est appelant, tout le monde veut faire ça, parce que là, tu sors tous les week-ends, t'es peinard, tu vas faire du sport, j'allais être en équipe de boxe, ceci, cela. J'ai dit, mais moi, je me suis pas mis dans la Légion étrangère pour ça. Moi, je veux aller au combat. Moi, ma priorité numéro un, c'était aller au combat. Donc je lui dis non, capitaine, moi je vais être déployé, je vais au combat, pas maintenant, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais pas au bureau des sports maintenant. Il me dit oui, tu veux faire quoi? Je dis, moi je veux être tireur d'élite. Je suis bon en tir, je vais être tireur d'élite, je vais être déployé. Il me dit non, non, ça sera bureau des sports, machin. Putain, je sors de là, dégoûté. Bon, j'ai dit ok, d'accord, comme ça, j'ai tout saccagé. Pendant un mois, je suis devenu une merde dans le sport. Je courais plus, je machin. Bon, ils ont vu que je faisais exprès, hein. Et j'ai dit, c'est terminé, je ne fais plus nul en sport, nul aux pompes, nul aux tractions. Tu t'es saboté, quoi. Voilà, au bout de 2 mois, il a craqué, il m'a reconvoqué dans le bureau, il m'a dit, ça va, j'ai compris. Tu vas faire CTE 11, on reparlera du CTE 15 plus tard. Et je me suis retrouvé donc formation tireur d'élite, spécialité CTE 11. Ok. Et on parle souvent de la Légion pour le haut niveau de discipline. On a parlé des brimades. Toi, tu as un peu des anecdotes dessus, t'as ton avis là-dessus, on en avait déjà un peu parlé. Bon, déjà, discipline, j'ai la discipline et rigueur. C'est sûr que pour moi, je pense, même à l'heure actuelle, on est certainement le corps d'armée avec. Attention, il y a d'excellents corps d'armée en France surtout, mais le niveau de discipline et de rigueur à la Légion est à son paroxysme. C'est au plus haut niveau. C'est-à-dire que vraiment, et c'est parce qu'on est très fiers de nos traditions, de notre histoire, et on ne va pas entacher notre histoire avec maintenant un comportement qui n'est pas à ce niveau-là. Donc oui, discipline au top et rigueur au top. Brimade, alors moi j'ai vu donc ce reportage qui a été présenté sur divers réseaux sur ces brimades. Ben, pour moi, j'appelle pas ça des brimades. Oui, j'en ai vécu, exactement comme vous voyez dans les vidéos. Mais on ne fait pas des guerriers en caressant, dans le sens du poil, machin. Il faut savoir qu'une brimade à la Légion, elle n'est pas donnée avec émotion. Le chef qui te punit, il n'a rien contre toi. La seule chose qu'il te veut,
c'est te ramener en vie du combat. Et on ne fait pas un guerrier en le caressant autour du poil. Quand tu as compris ça, que ton chef ne te punit pas parce qu'il t'aime pas, parce que déjà il n'a pas de sentiment, le chef, comme ça c'est réglé, hein, il te punit pour que tu sois meilleur. Il te brime pour te rendre, t'aguerrir, comme on dit chez nous. Donc il n'y a pas, et tout le monde te le dira, chez les forces spéciales, dans les unités d'élite ou les corps d'armée qui sont ouais, aller vraiment au combat au carton, on ne peut pas faire des guerriers en passant de la pommade, donnant du chocolat, un petit peu de Nutella et un coca. Hein, ça ne marche pas. Non, il faut un grand coup de pied dans les couilles, une claque dans la gueule, un petit tour de bain d'eau dans l'eau froide, là, et là tu fais un guerrier. Mais il faut comprendre que ça fait partie du processus de formation. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté de la part. Ton chef, ce qu'il veut, c'est ton succès, ta réussite, et te ramener vivant. Et ça passe par là. Donc les gens que ça dérange, mais qui ne sont pas militaires, je vais envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est pas eux qui vont faire cette instruction. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire qu'il y a des brimades? Nous qui nous engageons, nous les acceptons et nous savons en connaissance de cause qu'en s'engageant dans un corps comme ça, il va y avoir des punitions injustes, du physique, etc. C'est tout. Et du coup, une fois que vous êtes bien prêt, première sortie, première opération pour toi, c'était... Très rapidement. Moi, je me rappelle, après 5 mois de service, je me retrouve pratiquement, je crois, 5 mois de service, ou à peu près, en gros, bon, bref, dans la première année, bim, déployé Yougoslavie. Alors, intéressant, parce qu'à l'époque, en plus, on ne savait pas comment on allait être déployé. On embarque sur le bateau, on ne sait pas si on y va casque bleu, pas casque bleu. C'est au moment où les casques bleus ramassés à Sarajevo par des tirs de tireurs d'élite, et on attendait de savoir. Et il s'est décidé au dernier moment qu'on débarquerait FRR, force de réaction rapide, béret vert, pas casque bleu. La meilleure nouvelle pour nous. Donc, par contre, jeune, 17 ans, pas encore 18 ans, j'ai eu mes 18 ans au combat. Hein. Donc oui, c'était pas un conflit facile, mais c'était une très forte expérience où tu t'en sors, tu en reviens, on va dire, à un niveau grandi, à un niveau supérieur, un niveau de maturité militaire plus important. Parce qu'il y a quand même un gros changement de réalité entre... Mais complètement. Complètement. Sur ça, aussi, oui, ça t'ouvre aussi les yeux sur le fait que entre ce qu'on dit, ce qu'on annonce dans les médias, dans les télés, et ce qui se passe sur le terrain, il y a un monde, il y a un monde, faut pas se le cacher complètement, que tu ne sais pas avant, parce qu'avant, bah, si la télé le dit, c'est que ça doit être vrai, quoi. Et là, tu comprends que, bah non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Donc oui, c'est vrai. Donc là-bas, tu étais tireur d'élite. Oui. Donc, tu as un peu des anecdotes autour de ça, autour de cette spécialité par rapport à Sarajevo, vu que là-bas, il y a eu Bon, toujours en étant sur le droit de réserve, bien sûr, je reste vague, je ne parle pas d'opération ou quoi que ce soit, mais par contre, on peut dire que un fait important est que à l'époque, on était même, je dirais, des tireurs de précision en appui de la section, enfin du groupe, de ton groupe de combat. Tu apportais éclairage, renseignement au niveau du groupe et tir de précision. On appelait ça, c'était appelé tireur d'élite. Maintenant, après Sarajevo, on a remanié ça. Pourquoi? Parce que on a fait face aux premières missions de contre-sniping. Voilà. Avant, ça n'existait pas, on ne faisait pas ça. Et Sarajevo, c'était des snipers avec du Dragonov qui allumaient des civils ou des gens de chez nous depuis des positions hautes et des buildings. Donc d'un coup, il a fallu réfléchir, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc en fait, tous les tireurs qui étaient tireurs d'élite se sont retrouvés en position de réfléchir avec le commandement, de voir, bon, on va commencer à mettre des procédures en place pour faire du contre-sniping. Et on a perçu les premières Macmillan à l'époque en 12-7 pour pouvoir faire du tir à travers un mur, du tir sur du antimatériel, cible à haute valeur, etc. Donc ça a été un palier pas facile parce qu'au lieu de faire tranquillement un centre d'entraînement au pays, il a fallu le faire vite au combat. Donc forcément on a fait des erreurs, on a appris sur le terrain, mais c'était une belle expérience. Et surtout, parce que quand tu es jeune TE en groupe de combat, tu ne vas pas forcément tirer beaucoup au début, mais vu l'intensité du conflit et la situation au niveau contre-sniping, on s'est retrouvés tous avoir à engager beaucoup de cibles, ce qui est assez rare pour un tireur d'élite. Tu as des tireurs d'élite qui vont faire tir d'élite et qui ne vont jamais engager une cible humaine de leur vie, parce que ce n'est pas la mission prioritaire. Il faut savoir qu'un tireur d'élite, il passe son temps à faire du renseignement, c'est la plus grosse partie de son travail, et le tir, en fait, est vraiment une partie infime.
D'ailleurs, c'est pas la partie où on échoue le plus durant les sélections. D'ailleurs. Et rapidement, après, tu es parti sur d'autres conflits avant de finir ton contrat. Oui, d'autres conflits. Ok. Du coup, tu quittes la Légion. Oui. C'est quoi la suite après? Ben, je quitte la Légion parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui vit par passion, ça part d'un rêve, d'une envie, ça devient une passion. Je me fixe un objectif, je fais un plan et j'essaie de l'achever. Quand je me suis engagé à la Légion, j'étais quand même semi-pro en boxe. Je combattais à semi-pro en boxe. Et j'avais cet arrière-goût, on va dire, parce que je boxais aussi à la Légion. Je me dis, et qu'est-ce que j'aurais pu donner, quoi. J'étais encore jeune, j'en voyais, je me dis, merde, j'aurais peut-être fait quelque chose. Donc, et je suis parti parce que j'ai eu quelques déceptions aussi à la Légion, pas par l'institution magnifique qui m'a joué, plus par l'État derrière, de la façon sur laquelle comment on était employé, pourquoi, etc. Mais par contre, l'institution, j'en ai gardé les meilleurs souvenirs de ma vie. Donc, je quitte la Légion pour reprendre ma carrière de sportif. Mm. Donc, je retourne dans ma salle, je travaille avec mon coach, j'en deviens son assistant, je passe un brevet d'état d'éducateur sportif, je reprends les combats. Je suis parti en Asie. Pourquoi? Ben, parce qu'à l'époque, j'avais une petite amie qui était vietnamienne française et je kiffais l'Asie. Et puis, ça aussi, c'est un truc. Moi, les Asiatiques, j'adorais. Donc, il faut que j'aille en Asie. Puis, le combat en Asie, c'est quand même à son paroxysme comparé à ce qu'on peut faire en France. Savoir qu'à cette époque-là, j'avais vu les premières vidéos sur les UFC et tout ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais c'est ça. Voilà, encore. Moi, c'est comme ça, révélation. J'ai dit, mais ça, c'est génial. Enfin, un truc de combat où on peut tout tester. J'étais tout le temps frustré. J'ai commencé par le taekwondo, jeune. Et en fait, après, quand je commençais à tout gagner en taekwondo, je commençais à m'ennuyer. Donc j'ai dit, je vais faire du full contact. Et après, quand ça commence à devenir trop facile à monter sur ring, parce que j'avais plus de pression, je dis, bah, je vais faire de la taille, du kick de la taille. J'ai changé comme ça. Et au bout d'un moment, je commençais même à m'ennuyer. Pas à m'ennuyer sur ring, niveau tactiquement ou sur le c'était, j'avais plus cette adrénaline de pression, de monter sur ring, de me dire, allez, là, est-ce que je vais me prendre une branlée, est-ce que je vais y arriver? Et moi, c'est ça qui me plaisait, plus que le combat lui-même. Et je vois ce truc du UFC, alors là, pratiquement pas de règles, on se disait des temps illimités, etc. Mais j'ai dit, voilà, c'est ça, parce qu'après, tu gagnes un gars en boxe, mais le même mec en judo, peut-être qu'il te colle une branlée. Mm. Donc, c'est pas tu l'as gagné en boxe, ou en ça. Et là, en MMA, ça réunissait tout. C'était la recherche d'adversité, quoi, comme à la Légion. Oui, ah oui, moi, ça a été toujours, j'ai toujours voulu me confronter. Alors, peut-être parce que ça vient que dans mon enfance, avant que j'ai eu ma révélation, j'étais pas un vaillant, j'étais un peu timide, un peu introverti, et puis un jour, il s'est révélé que j'ai fait une découverte avec ça, avec mon petit gabarit, parce que j'étais petit à l'époque, j'étais pas costaud comme ça, mais en fait, je pouvais faire super mal, et je pouvais m'imposer, et pas me Mm. faire, et quand j'ai découvert ça, ben, je dis, mais attends, on va l'entretenir, on va le travailler. Bon, il y a toute une histoire derrière, un jour on a peut-être l'occasion d'en parler, parce que c'est assez long, mais il y a un fait assez intéressant qui m'a amené à rentrer dans les sports de combat à fond. Et du coup, tu arrives où en Asie? Vietnam. Vietnam. Vietnam, dans les années 2003, en janvier, je crois. Alors, là, super. C'était waouh. T'as jamais quitté, à part pour les opérations et tout, va dire la Mm. France. Là, tu pars de toi-même, tu arrives dans un continent complètement différent. Ça bouge, c'est dynamique, du monde de partout. Impressionné. Et très rapidement, bon, ben, je me demande, bon, ben, déjà je me sépare avec ma petite amie parce que tu arrives dans un pays, c'est comme un gosse dans un magasin de bonbons et tu lui dis, faut pas toucher les bonbons. Donc forcément, moi, à mon âge, je voyais toutes ces nanas et tout, et j'ai dit, bon, je crois que je vais rester célibataire, c'est mieux. Donc voilà, je me retrouve tout seul, et après, je dis, bon, c'est bien de rester là, mais il faut quand même faire quelque chose. Donc j'ai dit, j'ai très vite vu que déjà au Vietnam, il n'y avait pas les sports de combat comme je pensais, comme on avait en France. En fait, c'était très Viet Vo Dao et Taekwondo. Il n'y avait pas de Mm. kickboxing et de boxe thaï, c'était en Thaïlande. Donc je me dis, mais putain, mais il faut en faire, on va faire ça. Il y a une grosse communauté expat, tout le monde voulait faire du sport. Ben, j'ai dit, je vais monter une première petite salle combat et fitness. Donc, tu as commencé par une salle, Oui, ça j'en ai a bien eu. marché. Ouais. Oui, j'en ai eu. On en a monté avec mon épouse jusqu'à 6. On a même fait une franchise. On a eu un moment à Hanoï. Et ça tourne toujours. Ça Mm. tourne toujours. C'est mon petit frère que je considère comme mon petit frère, FX, qui a travaillé avec moi longtemps, à qui j'ai donné mes salles quand j'ai bossé après pour les Américains.
Ok, donc là-bas c'était boxe thaï, MMA, Alors, fitness. boxe thaï, MMA, grappling, Krav Maga. J'avais été président de la fédération pour l'Asie du Sud-Est en Krav. J'ai monté les premières fédérations. Ça n'existait pas. Donc au début, quand j'ai été faire ma demande de licence au ministère des Sports, on m'a dit carrément, ah non, 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 là, non, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Une salle de boxe, du sport. Et le gars, il me regarde dans les yeux, il me dit, ah non, c'est pour apprendre à se battre contre la police. Et le niveau, comment ils pensent là-bas. Donc j'ai dû faire des dossiers, rencontrer les gens pour avoir mon autorisation. Et après, en fait, ils me l'ont donné un peu genre, bah, ça va, c'est un blanc, il va faire son truc entre blancs et ça va pas. Et en fait, après, maintenant, à ce jour-là, il y a les salles qui sont, il y a l'UFC au Vietnam, il y a des combats de MMA, Ouais, ça, ils ont une ouais. fédération de MMA. Au Cambodge, c'est moi qui l'ai créé, j'étais le directeur de la fédération MMA. Donc c'est quand même cool de se dire que tu as été le pionnier dans un Donc le pays. précurseur. Ouais, alors qu'ici en France, on a déjà tout, quoi. Ouais. Et moi, j'ai été le précurseur à amener ces sports. Et maintenant, tu as une équipe nationale du Vietnam qui combat au NFC, etc. Et comme au Cambodge. Et c'est des gars que j'ai entraînés tout au début. C'est vachement plaisant de savoir ça, quoi. Donc après tu as switché sur le Cambodge. Tu m'avais Le dit. Cambodge, bah, Ouais, expansion, ça le Vietnam ça marche, au Cambodge il n'y a pas de MMA, mais ils ont de la boxe, ils ont de la boxe ouais. khmer, qui est de la boxe thaï, jusque non pas pareil. Ils ont un peu plus de combat, je trouve, mais ils n'ont pas de MMA, ils n'ont pas de grappling, ils n'ont pas de Krav Maga, donc je pars au Cambodge, je dis à mes gars, je vais monter une salle là-bas, 30 jours après on ouvrait le K1, K1 Fitness and Fight Factory, c'est Mm. le nom des salles, au Cambodge. Ok. Et du coup, c'est au Cambodge que t'es parti dans un petit côté aventure, trek. Alors non, tu vois, c'est là où c'est compliqué, je fais tellement de choses en même temps. C'est au Vietnam. Au Vietnam, j'ai Vietnam. commencé ces 4 aventures au Vietnam. Ok. C'est né de moi, bon, dû mon passage au Feu en Guyane à la Légion, voilà, j'ai eu l'amour de la jungle. Le L'amour de la jungle. ce dis-nous ce que c'est. Centre d'entraînement en forêt équatoriale. C'est le Ok. centre d'entraînement commando Légion en Guyane où on forme nos commandos et Ok. aussi où des compagnies passent s'aguerrir dans le milieu Donc jungle tropicale. spécialisé milieu jungle, quoi. Voilà. Et ça m'a donné ce goût pour la jungle. Moi, j'ai toujours été, je pense, au fond de moi un aventurier. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de réaline. Donc je me retrouve dans un pays où il y a de la jungle partout, et puis j'ai grave envie d'y aller. Alors au lieu d'aller tout seul, bah, je commence à fédérer un peu les gars de la salle, les potes que je me fais, tout le monde veut me suivre, et je commence à dire, bah, tiens, il y a un parc national, on va l'explorer, Mm. on y va. Et ça part de l'exploration comme ça en groupe, puis après j'ai une demande, tous les gars de la salle, mais amène-nous en jungle, amène-nous en jungle. Donc, moi, je suis carré, militaire, donc je ne vais pas me faire prendre de risques à mes gars ou quoi que ce soit. Donc, je monte un truc et puis je commence à organiser des premiers trekking. Et ça prend très vite. Qu'après, bah, c'était 4 sorties par mois. On était 12 à 14 à chaque fois et je les amenais au parc national de Cactienne, où après bah, j'ai travaillé avec le parc parce qu'en en fait là-bas ils utilisaient très peu de pistes, ils n'allaient pas partout, ils n'avaient pas les techniques de GPS comme on avait tout ça. Donc je leur ai développé tout un système de chemins et de pistes dans le parc, j'ai fait pas mal de boulot pour eux, de reconnaissance, de formation Ok. des rangers, etc. Ouais, donc ça fait un panel assez large d'activités pour ces quatre, quoi. Exactement. Après, on faisait des stages de survie, des stages d'orientation, on travaillait avec les écoles, des camps pour les écoles, des veilles à la nature, etc. Au Cambodge, c'est ce qu'on fait toujours avec mon associé Jean-Benoît. Donc l'entreprise tourne, est basée au Cambodge maintenant. On Mhm. opère toujours en jungle d'Asie du Sud-Est, mais aussi dans le reste du monde. Donc on fait des expéditions comme autour du lac Baïkal en Sibérie, au Canada, aux États-Unis ou autre. Ouais, donc une vraie volonté d'expansion. C'est pour ça que maintenant tu te retrouves aussi en France Tout à fait. avec ces quatre, quoi. Euh, du coup, les Américains, comment, comment on vient Comme viennent travailler, les Américains, comment on travaille pour eux. comme le reste. Bon là, c'est pas j'ai regardé une vidéo, mais c'est pareil, c'est une opportunité. J'ai un ami, en fait, parce que j'ai aussi monté une boîte de sécu, petite boîte, hein, ça ne va pas rapporter des millions, c'est une boîte de sécu VIP Bodyguard, parce que bien sûr, avec la salle de boxe, ben, il y a des gens, des expats qui me demandaient de la sécurité pour un événement, Hmm. pour un truc. Donc ben, ça faisait travailler les mecs qui étaient à la salle. Tu vois. Et j'ai monté donc une structure VIP Bodyguard où on faisait de la sécurité d'événements, des choses comme ça. Et un gars me contacte de Thaïlande, qui a une boîte de sécu en Thaïlande, privée à lui, parce qu'il a des clients qui vont venir. Donc, il sous-traite avec moi, on fait quelques boulots. Je ne Hmm. le connais pas, je ne l'ai jamais vu.
Il vient après, ensuite, au Cambodge, quand je suis au Cambodge, et parce qu'il doit se déplacer, on se rencontre et on accroche. On accroche un gars très sympa, Patrick, je ne savais pas plus sur son nom, Patrick, qui, on s'entend très bien, on bosse ensemble sur plein de petits contrats comme ça, et puis il m'explique que lui, en fait, ben, son vrai boulot qu'il occupe toute l'année, c'est il bosse pour les Américains, pour le département d'État, j'en sais pas plus. Un jour, il m'appelle et il me dit, dis-moi, est-ce que tu es dispo en ce moment? J'ai un boulot pour toi, mais avec des Américains. Il nous faut un gars, il nous manque un gars, est-ce que tu veux faire ce boulot? Voilà. Et bien, je me retrouve, allez, j'accepte, je pars, je fais une première mission pour eux. Et après, ça s'est bien passé, on a enchaîné, et ça fait peut-être maintenant, on est en 2023, donc ça fait 10 ans. Ok. En Donc gros, 10 ans. quand tu rentres dans la grosse machine américaine, après t'es formé, t'es mis... comment ça se Oui, passe? bah, je découvre un autre monde. Voilà, ouais. Voilà, il y a un trou géant entre nous, la France et les Américains, de la façon de gérer la guerre, de gérer le combat. Ça, je découvre vraiment autre chose. Un exemple simple, tu es militaire en France, tu es démineur, tu vas faire 25 ans démineur. La France, elle a investi en toi pour faire des formations et choses comme ça comme démineur. Tu vas rien faire d'autre. Tu pourras faire des pieds et des mains pour aller faire para, plongeur, tu n'iras pas. Ah, les Américains, déjà, ils sous-traitent avec du contracteur. La France ne le fait pas. Donc là, les Américains sous-traitent la guerre. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de te payer que quand ils ont besoin de toi et de te payer pour faire un maximum de choses. Pas que tu connaisses qu'un truc. Et moi, que tu as des hits, ben, ça suffit pas. Donc en fait, au début, chaque année, ils t'envoient quelque part et ils te font une formation. Tu peux accéder à une formation. Ils t'en proposent trois, quatre, tu en choisis une, mais ils essaient de t'amener quand même dans ce qu'ils aimeraient, hein. Bien sûr. Mais ça te permet de. Bah, j'ai pu faire de l'EOD, j'ai pu faire du Tactical Combat Tracking et me former, ce qui fait que maintenant j'ai une compagnie où on enseigne le Tactical Combat Tracking parce que j'ai été faire une formation jusqu'au niveau d'instructeur à Fort Bragg aux US. Ok. Donc ouais, t'as une compagnie, t'as une entreprise Au Canada. au Canada Oui. de tracking, c'est ça? Ouais, alors voilà, le Canada avec mon associé Neil, qui est un ancien militaire canadien qui vient juste de terminer en retraite, que j'ai rencontré pendant ma formation à Fort Bragg. On était les deux seuls étrangers qui étaient invités pour participer à cette formation qui se déroulait sur 3 mois. C'est tous les niveaux, organisée par la Delta et la 82e Airborne. Où c'est Tactical Combat Tracking, c'est en fait comment traquer, pister des fugitifs dans un milieu, dans un contexte de guerre. Ok. Ok. Et maintenant, à ce jour, on a participé, puisque bon, la formation s'est bien passée. On a terminé premier de la formation. C'est super entendu, une bonne accroche avec ce gars. C'est devenu un ami. Et on a décidé d'aller voir ce que faisaient les autres aussi. On n'avait pas envie de rester que sur ces techniques de tracking américaines. On voulait voir les autres. On est allé s'entraîner. Donc lui a réussi à nous faire rentrer à Bornéo chez un stage des SAS. On y est allé ensemble, pareil, ça se déroule super bien, on traque ensemble, il a ça dans le sang, moi ben, je découvre que je l'ai aussi et je ne le savais pas, on finit premier du stage et on enchaîne avec un stage en Afrique du Sud pour apprendre les méthodes rhodésiennes. Et on s'aperçoit qu'en fait chaque école enseigne une technique et une tactique particulière, qui est très bonne mais qui est adaptée à leur terrain. Et qu'en fait personne parle des autres. Les autres, ah non, c'est pas bien. Parce que, ah non, les autres, il n'y a que ma technique, ce qu'il y a de pire. C'est comme en boxe. En boxe, le combat, c'est de la mécanique. Plus tu as d'outils, plus tu fais face à de panne. Donc moi, j'adhère pas du tout à ce contexte, à ce concept. Mon ami non plus. Et nous, on apprend un peu les tactiques et techniques différentes. Donc on décide d'aller voir ce qu'il y a ailleurs et à la fin, de créer une école où on va enseigner tous les types de tracking. Et on va dire, voilà, tu rentres dans un terrain dense, boisé ou quoi que ce soit, tu utilises méthode SAS, Bornéo, parce que c'est la plus adaptée. Tu arrives en terrain ouvert, méthode rhodésienne, Afrique du Sud, parce que c'est adapté. Tu prends les bédouins, c'est les meilleurs trackers, dans le désert. Ton bédouin, tu le mets en Arctique ou dans la jungle, terminé. Et une unité militaire de tracking, elle ne va pas traquer chez elle. C'est pas la pénitentiaire. L'unité militaire, elle va être déployée dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle va devoir s'adapter au terrain, s'adapter, arriver à comprendre comment réagissent les empreintes, les signes sur ce type de terrain, les traces, etc. Hein, prendre du renseignement pour connaître les habitudes de l'adversaire et traquer dans ce terrain qu'elle ne connaît pas. C'est pour ça qu'elle doit maîtriser tous les types de tracking.
Donc notre école, du coup, ben, a pris un gros essor, marche très bien. Bon, c'est une SMP, c'est une société militaire privée, on enseigne qu'à l'armée, police, law enforcement, Ok, comme on dit aux États-Unis. ok. Euh, Toi, t'es très sur les concepts autour du mindset, du développement personnel, de l'accompagnement. C'est quelque chose que tu développes beaucoup maintenant, surtout en France, et à travers tes réseaux. Tu Oui, as des choses un peu à développer autour de ça, ce mindset particulier oui, qui t'a fait réussir en passant de la Légion et tout ce que tu as traversé pour arriver jusqu'à les États-Unis. Et voilà. oui, c'est venu tard. Ça, je l'ai compris, c'est récent, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est assis en me disant, mais je faisant le point un peu sur moi-même, sur mon parcours et tout ce que j'ai fait, me demander moi-même comment je me suis retrouvé à faire tout ça, comment j'ai réussi, comment aussi mon attitude, mon comportement, ma mentalité a changé au fur et à mesure du Mm. temps. Bien sûr, la Légion, elle m'a aguerri, elle m'a donné ce côté, on va dire, guerrier, le combat, etc. Mais en fait, il y avait autre chose à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai compris aussi en regardant la société hein, de l'extérieur et voir qu'au contraire, la société, elle faisait le contraire de moi. Moi, je me suis vu m'aguerrir Et et je t'élever. regardais la société qui, au contraire, se féminisait, s'adoucissait et descendait. Et je me disais, mais c'est pas possible. Alors que la société française, je parle, parce qu'il y a d'autres sociétés, d'autres pays qui, au contraire, eux, deviennent guerriers. Je dis, mais on va droit dans le mur. Sachant donc ça, que ça me fait mal, au contraire, j'ai voulu aussi utiliser ça pour booster, motiver les gens. Je voyais que les gens, ils manquaient d'envie, ils voulaient pas se saisir d'opportunités, ils manquaient de courage, ils manquaient de... Donc oui, ça a commencé en rencontrant des profils différents, de gens que je sentais qui avaient cette petite flamme dans eux, mais ils n'osaient pas parce qu'ils étaient qu'à côté de gens qui ne faisaient jamais rien, donc bah, eux aussi ils faisaient rien. Donc bah, en tendant un peu la main, je suis tombé sur des bons profils et que j'ai pu élever Aider, ouais. et pas tirer vers le bas parce que dans le monde maintenant on tire les gens vers le bas parce qu'on est jaloux et ça je comprends pas au lieu d'élever moi ma plus grande réussite bah, c'est par exemple FX qui maintenant est directeur de mes salles de sport je l'ai récupéré il avait 18 ans il était voué à l'échec il partait en sucette grave et en fait c'était un super bon jeune doué en sport etc bah, je l'ai pris sous mon aile il a mangé vécu chez moi pendant 10 ans et je l'ai entraîné à apprendre déjà à être un boxeur, puis après un instructeur, puis après mais un directeur. Et un jour, j'ai fait ce que mon prof a fait. Je lui ai donné les clés. J'ai dit j'arrête, c'est à toi. J'ai donné les salles. Moi, je suis passé à autre chose. Euh, ouais, moi maintenant, c'est ça, c'est plus ça. Je prends plaisir parce que je pense que j'ai fait le tour du truc. Je rêve toujours. J'ai toujours d'autres projets. D'ailleurs, je suis en plein maintenant dans projet. Je m'arrêterai jamais hein, jusqu'à mon dernier souffle. Mais en même temps, je pense qu'il est temps de transmettre. Ouais, t'as ce plaisir de transmettre J'ai le des plaisir de valeurs. prendre un gars qui a un niveau là, que je vois que s'il n'y a pas ce coup de pouce, il ne va pas s'élever, mais il a les capacités de s'élever. Mm. Tu vois et de le prendre, de l'aguerrir, de lui donner toute cette motivation que tu as en toi, tu vois, et de voir qu'il y arrive, et qu'un jour, quand il est lui en haut, ben, il a ce regard de remerciement envers toi, tu vois, parce que chez Kefix, quand il vient me voir, il me fait un câlin et je sais que il en a gros sur le cœur et qu'il est super reconnaissant de ce qu'il a fait, il n'a pas besoin de le dire. Mais c'est génial. Ça, c'est génial. C'est comme quand tu entraînes un boxeur et puis qu'il gagne un championnat d'Europe, un championnat du monde. Moi, je suis coach, moi, j'ai pleuré. Hein. Moi, quand Kefix il gagnait un combat, j'avais les larmes aux yeux, alors que je ne l'avais pas pour moi. Quand Mm. moi, je gagnais un combat, j'allais faire la fête, hein, c'est tout. Donc j'avais plus de plaisir quand un de mes élèves gagnait un combat que moi gagner un combat. Moi j'ai gagné, ok, c'est bon. Mais là, ça veut dire que j'ai réussi à amener quelqu'un à gagner. En fait, dans tout ton parcours, dans toutes les strates de ta vie, en fait, tu as été un formateur, un pédagogue, en fait, à toutes les étapes. Voilà, oui, je me suis découvert là. Maintenant, je sais, je peux dire, oui, je suis pédagogue, j'ai de la pédagogie, et ça, c'est indéniable parce que je vois ce que j'ai fait et ce que j'aime faire. Mais je ne le savais pas avant, j'ai appris au fur et à mesure. Et je dirais même maintenant, parce que j'ai formé quand même pas mal d'instructeurs, j'ai pas mal de coachs qui travaillent pour moi, la qualité numéro un que je recherchais chez quelqu'un, avant d'en faire un instructeur, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que c'est pas important que ça soit un bon boxeur, Mm. c'est important que ça soit déjà un pédagogue. Pourquoi? Parce que moi j'ai des copains qui sont champions du monde de boxe, ils sont pas foutus de faire un cours. C'est des boxeurs excellents, mais ils n'ont pas cette envie de transmettre, c'est pas leur truc, ils n'aiment pas. Et tu regardes tous les plus grands coachs qui ont formé les plus grands champions, ils ont été champions de rien du tout. Mm. Les frères Acariès, le coach à Tyson, ils ne sont jamais rien gagnés. Par contre, c'est des gens, ils avaient une pédagogie, une connaissance du sport
et une grande pédagogie. Et ça, c'est la qualité numéro un que je recherche chez un individu, un instructeur. Et après, tu peux l'améliorer parce que tu vas lui donner des techniques. Mais le fond, il l'a ou il l'a pas. C'est ça qui fait que tu seras un prof ou pas un prof. Et t'en vois qui enseignent des trucs, mais tu vois qu'ils se forcent et ils transmettent rien. Ils lisent un texte, t'es là, c'est ce qui fait que t'as des profs à l'école que t'aimes et d'autres que t'aimes pas. Donc toi, t'es vraiment, t'éprouves vraiment un plaisir quand tu arrives à pousser les gens à se dépasser, à aller chercher des choses à travers tes treks, les randonnées, ce que tu as fait avec Inoxtag. Oui, C'est voilà, c'est ça. c'est l'exemple parfait. Voilà. Inoxtag, il rentre dans le truc, c'est un peu mon nouveau FX. D'un coup, parce qu'au début, moi, je l'ai vu de loin, je comprends rien, moi, YouTube et compagnie. C'est un gros youtubeur français. Ah ouais, c'est certainement un des numéros 1. Ouais. Moi, quand Jean-Benoît me contacte et me dit il y a un youtubeur, il veut que tu l'amènes dans la jungle, ça, moi, j'ai même pas écouté. J'ai rien écouté du tout, jusqu'à ce que j'ai vu un virement sur mon compte et je regarde, j'appelle Jean-Benoît, je dis c'est quoi ces sous? Il me dit c'est le youtubeur que je te dis et tout. Je dis ah bah là, je vais regarder quand même. C'était crédible, quoi. Et je regarde, je vois que le gars a des millions de followers, des vidéos. Je vois ce qu'il fait, c'est très bien fait niveau visuel. J'avais quand même fait des films au cinéma, je c'est un petit peu la télé et tout ça. Donc je voyais que c'était qualité. Mais par contre, il faisait des bonds partout, il était hyper excité. Moi, j'ai dit, mon partenaire, ça va pas le faire. J'ai dit, le gars, il va m'épuiser en 5 minutes. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il a ce personnage-là, parce que c'est le personnage qui est vendeur pour lui, mais c'est un gars qui est extrêmement intéressé, qui pose extrêmement de questions pertinentes, qui écoute, qui a le respect du plus ancien, qui a le respect, et en fait, j'ai été agréablement surpris. Et on fait une super équipe, et je prends beaucoup de plaisir à l'amener faire les défis les plus fous qu'il a envie de faire. On a encore plein de projets ensemble. Ça va être une belle aventure, je pense. Et je pense que je me suis attaché à ce jeune aussi. Et là, maintenant que t'es de retour en France, tu redéveloppes quoi? Alors, je suis Tu revenu en développes France. quoi? Oui, je suis revenu en France. Donc, C4 Aventure, qui là maintenant en France aura une antenne C4 Pyrénées Aventure, qui sera donc de la formation, notamment survie, vie en forêt, orientation, etc. Je me suis basé dans les Pyrénées ariégeoises, parce que moi, il me faut du sport. Et le sport d'extérieur, ici, c'est escalade, kayak, randonnée, alpinisme. Donc, c'est le terrain de jeu parfait. La faune est présente. Donc, maintenant, je suis en train de développer ça ici. Et on peut voir aussi, c'est ce qui est intéressant sur tes réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est qu'il y a le côté combattant, guerrier de ton passé militaire, mais il y a le côté jardinier, l'homme des espaces verts, le bûcheron, J'adore le jardin, ouais. l'autonomie, ça fait un grand écart. Et du coup, c'est quoi ton projet autour de ça? Tu développes, c'est quoi ton... Eh ben, écoute, déjà, le jardin, ça c'est découvert. Bon, moi, j'ai toujours été proche de la nature, hein. Mais le jardin, c'est découvert, moi, c'est une super thérapie pour moi. Ouais, c'est moins Moi, cher c'est que le le. psy, quoi. Ah ouais. Ah, mais moi, j'ai pas besoin de faire PTSD, machin. J'ai mon jardin. Le jardin, t'es en train de désherber, t'es tellement concentré, ou quand tu mets tes graines de carottes qui sont petites comme ça, t'es concentré dans l'instant présent. Ton cerveau, il peut pas gamberger à droite à gauche. Et ça, moi, quand je rentre de mission, surtout sur des missions dures, comme des déploiements, par exemple, j'étais déployé en Somalie pendant 2 ans, à un rythme de 3 mois en Somalie, 3 semaines en France, pendant 2 ans continuellement, et c'est pas des conflits comme quand tu es à la Légion ou aux États-Unis avec ta compagnie complète, de l'armement, de ça. Non, là je suis le seul blanc avec un bataillon africain, un chargeur par gars et une bande de 100 cartouches pour la doucette. C'est pas pareil. Là, l'engagement est haut, il y a beaucoup plus de pertes, il y a beaucoup de contacts, on a très peu de moyens. Tu vis avec des hommes qui ont déjà à peine à avoir à manger pour aller faire du truc. Donc c'est très intense, dans tous les sens du terme, à un niveau beaucoup plus haut que ce que j'ai connu. Et quand tu rentres, ben, tu as besoin de quelque chose qui fasse que tu vas pas péter un plomb, que tu vas pas dérailler, quoi. Et le jardinage, c'était parfait. Donc voilà, ben, j'ai des jardins, j'entretiens même un jardin pour un restaurant. J'ai la main verte apparemment, je fais plein de légumes, donc c'est génial, j'adore. J'ai acheté une maison en montagne parce que j'aspire à plus d'autonomie. Quand je dis autonomie, c'est-à-dire que je trouve que maintenant, bah, de nos jours, on dépend de tout
et de tout pour tout de la société. Et on le voit au moindre petit truc, une petite merde en Ukraine, il n'y a plus de gaz, et tout le monde panique, on n'a plus d'essence, il n'y a pas d'électricité, ben on ne sait plus comment faire. Moi, tout ça, ça fait déjà 20 ans que je suis un autonomiste dans ma tête et que j'aspire à une autonomie alimentaire, le plus possible, une autonomie énergétique, une autonomie financière, de façon que quand il y a des catastrophes qui sont indépendantes de ma volonté, puisque ça vient de nos dirigeants ou autres, hein, moi, ça ne m'impacte le moins possible. Voilà, moi, je ne suis pas le survivaliste qui croit qu'il va y avoir une météorite ou des zombies qui vont taper à ma porte. Moi, je suis sur des phénomènes de société qui sont courants et qui se passent tout le temps, de comment on peut y faire face et comment on peut réduire l'impact qui est là sur nous. Surtout qu'avec tous tes voyages, que ce soit militaire ou professionnel, après avec le sport, etc., tu as pu voir de l'adversité partout, Bien de sûr. ce que, du Bien confort sûr. qui n'existait pas. Mais c'est ça qui fait qu'en France, d'un coup, on n'arrive plus à rien faire. On a pris pour argent comptant que l'eau, tu ouvres sur le robinet, l'eau elle coule. Hmm. Bah, c'est magique. Alors Tu que appuies plein de sur le pays, bouton, ça tu as de n'existe pas, quoi. l'électricité. Mais apparemment, maintenant, tu appuies sur le bouton, c'est pas sûr que tu auras de l'électricité. Hmm. Hein, ils nous rabâchent ça à la télé en permanence. Là, on est en train de dire que l'eau, ah ben c'est même pas sûr que tu auras de l'eau. Donc en fait, non, on n'est pas invulnérable en France, on n'est pas invulnérable. On est comme quand je suis en Afrique et que je vois ces gamins qui font 10 bornes pour aller chercher une eau qui est boueuse, et lui, il comprend pas pourquoi nous, on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Hmm. Donc je pense qu'il faut un peu plus respecter les ressources qu'on a, pas les dilapider comme on l'a fait, mais on l'a fait pourquoi? Parce que on croyait que c'était acquis. Prenez la douche jusqu'à ce que j'en ai marre de prendre la douche, et pas en me disant je prends la douche, peut-être parce qu'il n'y aura pas d'eau après, je vais pas prendre une douche de 3 heures, puis on va arrêter de prendre des bains. Et puis ceci. Voilà, moi j'apprends à ma fille, quand tu te laves les dents, c'est pas tout le robinet, l'eau elle coule et tu te laves les dents en regardant le truc, c'est tu prends un verre d'eau, tu remplis le verre d'eau, tu te laves les dents, tu te rinces la bouche, tu re-remplis ton verre d'eau si tu en as besoin, mais tu laisses pas ce robinet ouvert qui coule comme ça et ça part dans les toilettes, quoi. En fait, depuis ton engagement dans la Légion à maintenant, en fait, le mot résilience, il t'a suivi. Ah, Je veux dire, complètement. c'est le mot de ta vie, Oui, enfin, et un des mots. tu dis bien parce que je pense que je l'ai découvert à la Légion. Savoir quand t'es La gamin. Légion, si t'es pas résilient, Bah ouais, parce que quand t'es gamin, moi j'étais tu gamin, tournes. moi c'est mes parents, mon père il y a à manger, il y a à manger, moi je sais pas, c'est mon père il achète, il y a à Hmm. manger, il a travaillé, tu vois, t'es gamin, tu te poses pas la question, la facture d'électricité quand t'es gosse, c'est ton père il la paye, quoi, tu te demandes pas si, pourquoi, comment, d'où vient, on sait pas ça. Hmm. Mais à la Légion, moi faut comprendre, je suis arrivé, moi, petit français, 17 ans à la Légion, et je me retrouve avec des mecs polonais, roumains, chinois, machin, j'ai un Africain, il a traversé toute l'Afrique à pied pour venir à la Légion, dans les premières semaines pas de l'instruction, mais du process de sélection, je le vois à l'ordinaire en train de démonter les gamins, et je dis, oh, camarade, ça va, vas-y, va doucement. Il me dit, moi, tu sais quoi, même s'il ne me paye pas, je reste. Alors, je dis, ouais. Elle me dit, ouais, parce que là, j'ai à manger tous les jours, et j'ai pas à me soucier de trouver à manger. Là, j'ai C'est regardé, un j'ai énorme dit, décalage, quoi. ah ouais, là, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, moi, je me suis jamais soucié, quoi. Tu vois? Pas pareil. J'ai vu un gars, il a traversé le Danube au mois de février. Le Danube, c'est pas un petit fleuve, c'est pas une rivière, hein. Au mois de février pour rejoindre la Légion. Quand tu vois les bagarres à l'ordinaire entre Ruskov, parce que l'autre il est passé devant, et l'autre c'est, oh, il m'a passé devant, c'est genre, il a attaqué ma soeur, quoi. Et alors moi je dis, mais ça va, quoi, il y a un devant, un derrière. Eux, ils ne le voyaient pas comme ça. Ils prenaient des assiettes, ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'assiette jusqu'à ce que ce soit au plus haut, parce qu'ils se disaient, au cas où on ne remange plus, ça, c'est fait. Ça te recale. Ça te recale et puis tu discutes. Tu sais, on est très proches à nos camarades. Donc, chacun parle un peu de son parcours. Même si à la Légion, il y a une règle, on ne dit pas pourquoi on y est venu. Hmm. On raconte que ce qu'on veut de notre passé, mais quand même, avec le temps, tu apprends Hmm. un peu comment ces gens vivent dans leur pays. Et tu te dis que, mais putain, mais quand même, on a de la chance, quoi. En On a beau- France, mais on a j'ai beaucoup arrêté de les temps. Français de vous plaindre là. J'ai hâte de faire les Mongols à pleurer pour un rien, là, bougez-vous le cul. Faut se bouger le cul. J'ai parce que nous, il y a quand même vachement pire que nous. Donc ça te remet dans les trucs et tu te dis, bah les gars, au lieu de les laisser pleurer sur leur sort, autant essayer au contraire de les booster et de les élever en leur disant, hé, il y en a qui pleurent plus que toi, et puis toi, t'es pas une victime, tu pars déjà pas mal. Quand on dit, on est tous libres et égaux. Bah non. Moi je te dis non, ça c'est un concept à la con qui est sorti d'un civil de derrière les fagots là. J'ai dit, on n'est pas tous les égaux. Le petit garçon qui va naître en Somalie, il est voué à une vie de merde. Hmm.
C'est pas de sa faute. Il est né dans ce pays, de famille de là-bas. Moi, je nais en Suisse, d'une famille riche, ben, je ne pars pas avec les mêmes circonstances que l'autre. Donc on n'est pas tous pareils. Il faut accepter les différences des autres. Accepter les différences, savoir apprécier ce qu'on a, au lieu de se plaindre sur ce qu'on n'a pas, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins que nous. Voilà. C'est pour ça que t'aimes appeler un peu à un retour à la nature, à une certaine... parce que la nature, elle peut être dure, elle peut être... elle est juste, au final, si on, si on est trop orgueilleux. La nature est juste. Donc toi, c'est ce que tu aimes faire avec les bivouacs, tout ça, d'encourager les gens à aller se confronter à la nature, à se déconnecter au final, et se déconnecter, se reconnecter. Ouais. Tu as un proverbe anglais qui dit, je ne sais plus de qui, nature argue, men argue, nature act. C'est les hommes, ils se disputent, ils s'engueulent, et la nature, elle agit. La nature, elle te remet à l'heure. La nature, elle gagnera toujours. Point. Tu prends la montagne, les gens, ils ont une mauvaise, ils ont une fausse image de la montagne. La montagne, c'est beau. Quand tu regardes le paysage de montagne, c'est beau, magnifique. Mais moi, ce qui d'abord, quand je regarde la montagne, c'est d'abord, elle est dangereuse. Ensuite, elle est belle. Parce que les gens, ils ne savent pas. C'est pour ça que tu as autant de touristes qui se perdent en montagne, qui ne partent pas équipés, qui coincent dans une tempête, qui se fracassent la gueule dans les rochers, etc. Parce qu'on voit que ce côté beau, alors qu'en fait, c'est beau, mais c'est extrêmement accidentogène. Plus que ta petite balade dans un champ de blé ou machin. C'est clair. Donc la nature est belle, mais la nature, elle est forte et elle te remet à l'heure. Moi, c'est pour ça que j'aime les ascensions de montagne, j'aime l'alpinisme, j'aime ça, parce qu'il y a une dureté dans la chose, selon la façon que tu le fais, hein, et une récompense à l'arrivée. Parce que c'est la montagne qui choisit. C'est-à-dire que souvent, je le dis, dans une ascension, toi, tu as ton plan, tu as décidé de monter cette montagne, mais c'est pas sûr que tu vas le faire. C'est pas que tu n'en as pas les capacités. C'est que c'est la montagne à la fin qui va décider. Parce que peut-être tu as une tempête, peut-être tu as les conditions de neige qui sont pas bonnes, etc. Et à la fin, ben, moi, ça m'est arrivé me retrouver à 50 mètres d'un sommet, au pic des Trois Seigneurs, une montagne que je maîtrise bien, et pas pouvoir aller au sommet. Parce que je me retrouve sur un passage où il y a une corniche de neige qui est vraiment pas... qui m'inspire pas confiance. Et je suis seul, donc si je pars, je ne peux pas me rattraper avec quelqu'un, même si j'ai crampon piolé, comment je remonte, je ne peux pas m'encorder. Ben non, faut être humble. La montagne, elle t'apprend à être humble. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a deux types d'alpinistes. Il y a le fracassé qui va dire, ça passe, moi j'y vais. Et puis lui, un jour ou l'autre, il va mourir, c'est sûr. Et l'alpiniste qui dure, le montagnard qui dure, c'est celui qui, ok, aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes conditions. Je descends. Et ben je suis descendu. 3 semaines après, j'avais les bonnes conditions de neige, je suis monté, je suis arrivé au sommet sans aucun souci. J'ai fait mes 4 photos, j'étais content, j'ai pris mon casse-croûte et je suis redescendu. Ouais, ça recadre l'orgueil et l'ego des hommes. Et les téméraires, parce que c'est pas une histoire de courage, c'est de témérité. Les téméraires, ils durent pas en montagne. Voilà. Et ok. T'as un mot de la fin, t'as quelque chose à... Un mot de la fin, ouais. Je vais terminer sur quelque chose qui est devenu le motto, donc le motto de mes salles de sport. Pendant qu'il y a mes salles de sport, et ça nous suit, hein, mes hommes se le sont tatoués carrément sur eux. Le K1, c'était train hard to choose your place on the food chain. Ça vient de moi. Hein. C'est entraînez-vous dur pour choisir votre place sur la chaîne alimentaire. Alors il ne faut pas le prendre au premier degré, le barbare, le bourrin militaire qui dit ça, on va bouffer les autres et tout. Non, non, non. C'est plus subtil que ça. Et ça vient, une petite histoire qui m'est arrivée, on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai compris que la vie, elle n'est pas si différente que ça de la jungle, de la forêt. On est tous des animaux. Il faut arrêter de me dire on est des humains. Oui, on est des humains, on aurait pu être un zèbre ou machin, mais à la base, on est un animal. Une espèce humaine comme une espèce autre. On fonctionne exactement pareil que les autres, même peut-être certainement pire que les autres. Et dans la vie, dans la société, on regarde, il y a les forts et il y a les faibles. Voilà. Le faible, à chaque fois qu'il sort, il fait gaffe qu'il n'y ait pas un fort qui soit méchant et qui lui fasse une mauvaise journée, etc. Le fort, lui, il sort, il profite, tu veux être le fort ou tu veux être le faible. Mais c'est en tout. Ça peut être en culture générale, ça peut être dans les études, ça peut être dans le travail, ça peut être dans ton comportement personnel. Voilà. Moi, je veux pas être excellent dans un domaine, je veux être bon partout. Je veux m'élever au maximum. Le soir, quand je me couche, je fais le point sur ma journée.
est-ce que j'ai été productif? Ne serait-ce que d'avoir appris quelque chose sur un sujet, j'ai été productif. De faire un travail physique, manuel, j'ai été productif. De m'être entraîné, j'ai été productif. Mais si je me suis bourré la gueule la veille, j'ai passé une journée la gueule dans le cul dans mon truc, je me couche le soir, je dis non, j'étais une grosse merde. Donc ça, pas possible. Échec. Là, c'est je me lève, je prends un livre, je lis, je m'intéresse sur un sujet. Je ne vais jamais me coucher sans avoir été productif. Sur même un petit sujet. J'ai passé une journée où j'ai échangé avec quelqu'un, la conversation m'a apporté des choses, j'ai pu peut-être apporter des choses à quelqu'un, c'est productif. Voilà. Mais la journée zéro, la journée TikTok, comme ça, le cerveau là, j'ai bouffé que des trucs de merde, et le soir je vais me coucher comme un barbare dans mon lit, ça chez moi c'est interdit. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit.